À Sentez-vous mieux l'émission, je reçois aujourd'hui Dr Evelyne Bourduas-Roy et Sophie Rolland. Bonjour! Allô! Aujourd'hui, on parle de la résistance à l'insuline dans le corps qui finit par s'installer dans le cerveau. Oui. Oui, effectivement. On a déjà parlé de c'était quoi la résistance à l'insuline, mais juste un petit rappel comme ça. En fait, quand on mange, quand on boit, puis ça contient des calories, avec la digestion, notre corps, il défait ça en petites molécules. Hein? Fait quand on mange du pain, des pâtes, des produits transformés qui contiennent de la farine, du sucre, etc., mais dans la digestion, ça se défait en petites molécules de sucre, donc de glucose, de fructose. Et les molécules de glucose, elles s'en vont dans la circulation sanguine pour pouvoir servir de carburant à toutes les cellules qui en auraient besoin. Hein, c'est un peu comme rendre disponible de l'essence pour mettre dans la voiture. Donc, le glucose, c'est un peu comme notre essence et les petites cellules, c'est comme la voiture. Le problème, c'est quand il y a beaucoup de molécules de glucose, trop pour les besoins du corps, quand il y en a trop en quantité ou en fréquence, trop souvent. Tu sais, quand on mange beaucoup de sucre, on mange beaucoup dans la journée, plusieurs repas qui contiennent chacun plusieurs de sucre, plusieurs quantités de sucre. Eh bien, avec le temps, ce qui s'installe, c'est une résistance à l'insuline dans le corps. Parce qu'à chaque fois qu'on mange, notre pancréas nous sécrète une hormone qui s'appelle l'insuline. Et cette hormone-là, son rôle, c'est d'aller dans la circulation, d'aller voir toutes les cellules, dans le fond, puis de leur dire « Avez-vous besoin d'énergie? » Bien oui, ça tombe bien, il y en a plein dans le sang. Ouvrez-vous, prenez-en. Mais quand les cellules n'en ont pas besoin parce qu'elles venaient d'en prendre, elles en ont pris le matin, elles en ont pris récemment, elles veulent protéger leur intégrité, donc elles ne répondent pas très bien au signal de l'insuline quand elles ne veulent pas de prendre des molécules de glucose dans la circulation. Si elles répondent moins bien au signal de l'insuline qui est de prendre du glucose de la circulation, bien là, ça veut dire qu'il y a des molécules de glucose qui demeurent dans la circulation sanguine, qui auraient dû être prises, mais qui n'ont pas pu être prises. Et là, le cerveau n'aime pas ça, le pancréas n'aime pas ça. Donc, le pancréas, il réagit en sécrétant encore plus d'insuline. Puis au début, ça marche, les cellules en prennent. Le taux de glucose, le taux de sucre dans le sang baisse et il y a un équilibre qui est de retour dans le corps. Mais ce qui s'installe avec le temps, ce qu'on voit beaucoup à notre époque, dans le fond, c'est qu'une trop grande quantité de molécules de glucose de notre alimentation, trop souvent, à répétition, jour après jour, semaine après semaine, année après année, ça amène une valse, en le fond, un cercle vicieux qui s'installe entre les cellules qui résistent parce qu'elles n'en veulent plus, elles en ont déjà assez, et le pancréas qui dit « Oui, mais on ne peut pas laisser tout ce sucre-là dans la circulation, on doit le gérer, donc je vais en sécréter plus et plus et plus. » Plus les cellules résistent, plus le pancréas sécrète beaucoup d'insuline. Plus le pancréas sécrète beaucoup d'insuline, plus les cellules résistent. Et là, le cercle vicieux s'installe. Mais ça, c'est le cercle vicieux de la résistance, de l'hyperinsulinémie et de la résistance à l'insuline dans le corps. Mais dans le cerveau, ça ne se passe pas de la même façon. C'est comment ça se passe? Comment ça se passe? Là, on est dans le bout que j'aime. On parle de cerveau. En fait, dans le corps, c'est une hyperinsulinémie. Il y a beaucoup d'insuline. Dans le cerveau, même à l'état sensible à l'insuline, même en bon état de santé métabolique, là, dans une façon optimale, notre cerveau, notre cerveau, on en a juste un, hein, puis on ne peut pas le transplanter encore. Donc, il faut y faire attention. Puis, dans le fond, une des mesures de protection du cerveau, c'est la barrière hémato-encéphalique. Puis là, le but, c'est pas de retenir c'est quoi la barrière hémato-encéphalique, mais il faut le voir comme une douane. Dans le fond, là, c'est une douane qui est installée à la bordure du système nerveux et qui décide qui passe et qui ne passe pas. Il y a des petites molécules qui passent directement. C'est le cas du glucose. Le glucose, là, traverse la barrière hémato-encéphalique sans transporteur et sans l'action de l'insuline. Ça veut dire qu'il part du corps puis est capable d'aller dans le cerveau. Hein? La douane, c'est la connexion entre le corps et le cerveau. Exactement. Donc, le glucose passe directement. Lui, sans grande cérémonie. En fait, il va même passer selon son gradient de concentration. Plus on a de glucose qui circule dans le sang, plus il y en a qui va être poussé à l'intérieur du système nerveux, à l'intérieur du cerveau. OK? L'insuline, elle, non seulement elle est refoulée à la douane, elle doit prendre un transporteur spécial.
OK? Et ce transporteur-là, sa grande caractéristique, là, c'est qu'il est très piqué. Lui, là, il travaille au ralenti, puis il fait passer une molécule d'insuline à toutes les 2 minutes. Évidemment, ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est l'idée ici. Alors, la douane a dit, OK, là, il y en a une qui vient de passer, on attend. Il y en a une qui vient de passer, on attend. Alors, on comprend que dans une alimentation qui est très riche en glucides, qui est très riche en produits transformés, en malbouffe, en liquide sucré qu'on boit, en farine, en pâte, en riz, en quinoa, en tout ça, bien évidemment, la concentration de glucose sanguin est plus importante. Le glucose va passer la barrière facilement selon son gradient et l'insuline, elle rentre au compte-gouttes au niveau du cerveau. OK? Et là, ce que ça fait, c'est qu'on sait que dans le cerveau, plusieurs cellules nerveuses, qui s'appellent les neurones, sont capables d'utiliser le sucre sans la clé de l'insuline. Vous vous souvenez, dans une autre émission, on a parlé que les cellules, pour pouvoir récupérer du glucose de la circulation, on avait besoin d'une clé, la clé de l'insuline. L'insuline disait « Sésame, ouvre-toi, récupère du sucre ». Les neurones peuvent fonctionner, certains neurones, dans certaines zones du cerveau, peuvent fonctionner sans l'insuline. Quand on se dit, bien parfait, ça veut dire que même si l'insuline rentre au compte-gouttes, normalement, le cerveau devrait fonctionner d'une façon idéale. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les zones du cerveau. L'autre truc qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, c'est tout petit. Hein? En fait, vous pouvez voir votre cerveau, là, si vous mettez vos 2 mains comme ça, c'est la grosseur de votre cerveau. C'est quand même, faites-le à la maison, là. Ça, c'est la grosseur de votre cerveau. Fait que ça représente à peu près 2 % du volume total du corps. Cependant, le cerveau, c'est très, très, très énergivore. Le cerveau a besoin de beaucoup, beaucoup d'énergie. Notre cerveau fonctionne évidemment toute la journée dans nos activités, mais il fonctionne aussi la nuit parce que lui, il ne dort pas. Hein? Il veille au grain, il surveille l'environnement, il s'occupe de tous les mécanismes de réparation, de maintien, il poursuit la digestion, il ordonne de faire telle ou telle hormone. Donc, le cerveau n'a pas de pause. Le cerveau consomme 20 % total de toute l'énergie du corps. Donc, c'est très, très, très énergivore. Et là, certaines zones du cerveau ont absolument besoin de l'insuline pour bien fonctionner. Ces zones-là, dans le cerveau, là, il y en a 3 principales. Là, il y en a une qui s'appelle comme quelque chose que vous connaissez. C'est l'amygdale. Okay? Puis là, je dis l'amygdale, mais il faut comprendre que le cerveau, c'est tout en paire. Hein? On a l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. Donc, tout notre cerveau est dupliqué. Tout ce qu'on retrouve à gauche, on le retrouve à droite. Fait que à droite, quand je dis l'amygdale, il faut comprendre qu'on a 2 amygdales. Mais évidemment, on ne parle pas celle qu'on a ici. C'est vraiment au niveau du cerveau, c'est dans le système limbique. Les amygdales, leur rôle principal, c'est d'interpréter les émotions. C'est d'interpréter l'émotion des gens autour de nous. C'est notre environnement, savoir comment on se comporte, si on doit changer ou s'ajuster, puis nos propres émotions. Mais elle a aussi d'autres rôles. L'amygdale, elle fait aussi partie du circuit de la récompense ou encore ou le circuit de la dépendance. Okay? Donc, les gens qui ont tendance, qui sont plus facilement enclins à développer une dépendance à une substance ou à un comportement. Ça, c'est le rôle de l'amygdale. L'amygdale a besoin de l'insuline pour récupérer du glucose de la circulation, pour bien fonctionner, pour faire de l'énergie. Une autre structure du cerveau, c'est l'hippocampe. Et là, on ne parle pas du petit animal de mer, on parle vraiment... Mais pourquoi elle s'appelle l'hippocampe? Parce qu'elle a une forme qui ressemble au fameux hippocampe. L'hippocampe, c'est le siège de la mémoire. Souvent, les gens le savent parce qu'on parle beaucoup de l'Alzheimer. Donc, l'hippocampe, c'est le siège de la mémoire, mais c'est aussi le siège de l'anxiété. Donc, les gens qui ont tendance à faire de l'anxiété, maintenant, de plus en plus dans la littérature scientifique, on voit des associations avec un mauvais fonctionnement de l'hippocampe. L'hippocampe a besoin de l'insuline pour récupérer du glucose de la circulation, pour faire son énergie, pour bien fonctionner. Puis la mémoire et l'équilibre ou ne pas faire d'anxiété, bien, c'est une activité de chaque seconde de chaque jour. Là. Tout ce qu'on fait appel soit à notre mémoire ou nous demande de construire la nouvelle mémoire. Donc, l'hippocampe, très, 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 très active au niveau du cerveau. Dernière zone c'est pas la dernière, mais principale zone qu'on va parler aujourd'hui, c'est tout ce qui s'appelle le lobe frontal ou orbitofrontal. Le lobe frontal, c'est les décisions, c'est toutes les décisions exécutives. C'est
tous les mécanismes de prise de décision. C'est le filtre, c'est l'inhibition. Hein, je ne peux pas me déshabiller en public. Il faut que je regarde des deux côtés avant de traverser. Les choses qu'on se dit, ça, on ne dit pas ça, on ne sacre pas en public. Tout ça, c'est le lobe frontal. Ensuite de ça, le lobe frontal participe aussi avec l'amygdale dans le circuit de la récompense ou encore le circuit de la dépendance. Ces 3 zones-là du cerveau qui ont absolument besoin de l'insuline pour récupérer du glucose de la circulation, pour pouvoir faire de l'énergie, pour pouvoir bien fonctionner, bien, si l'insuline à la barrière hémato-encéphalique, à la douane, passe au compte-gouttes, ces structures-là, ils se retrouvent dans une mer de glucose. Il y en a du glucose, il y en a de l'énergie. Ils sont incapables d'y avoir accès parce qu'il n'y a pas assez de clés pour venir ouvrir ces structures-là, pour qu'un canal s'ouvre, pour pouvoir récupérer du glucose de la circulation, pour pouvoir bien fonctionner. Et ça a plusieurs conséquences. Quelles sont les conséquences? Les répercussions de ça? Les répercussions. Le cerveau, c'est le grand chef d'orchestre de tout le métabolisme humain, de toute la santé du corps. En fait, le cerveau, son rôle, c'est de recevoir des signaux de l'environnement interne et externe, de les interpréter, et d'ordonner de faire ceci, de bouger de telle façon, de se tasser, d'augmenter telle hormone, de réduire le rythme cardiaque, pour que le corps fonctionne à l'équilibre, en état d'homéostasie. Le cerveau est donc méga important pour ça. Et quand on manque d'insuline dans les zones stratégiques que je viens de vous nommer, ça a des conséquences surtout dans 3 domaines. Ça a des conséquences au niveau métabolique. Hein, on a parlé dans l'émission c'était quoi le métabolisme, la gestion de l'énergie, ce qu'on stocke, ce qu'on utilise, ce qu'on relâche. Donc, on a des conséquences au niveau métabolique. On a des conséquences au niveau de la mémoire, ou la capacité d'apprentissage, de se rappeler. Puis ça a aussi des conséquences au niveau des comportements alimentaires. Donc, quand on a des conséquences au niveau métabolique, bien là, on va moins bien percevoir les états de satiété. Donc, ça va nous donner l'impression qu'on a encore faim, ou on va manger plus. Ou encore, quand les cellules font de l'énergie, ça s'appelle de l'ATP. Okay? Les petites unités d'énergie que le corps fait, c'est de l'ATP. Le corps peut faire de l'ATP avec du sucre, évidemment, avec du glucose, mais il peut le faire aussi avec des acides gras ou encore des corps cétoniques. On va mettre ça de côté. Disons que le corps doit faire de l'ATP. Quand, dans le cerveau, il n'arrive pas à avoir suffisamment d'insuline, parce que l'insuline passe la douane au compte-gouttes, que cette zone de cerveau-là n'est pas capable de récupérer du glucose pour bien fonctionner, pour avoir de l'énergie, bien, ça fait en sorte que tout le corps, en général, fait moins d'ATP, fait moins de petites molécules d'énergie. On peut se sentir plus fatigué, on peut s'épuiser plus rapidement, on peut avoir moins de résistance. Donc, ça a des conséquences au niveau du métabolisme, perception de la satiété ou encore production d'ATP. Ça peut avoir aussi des conséquences au niveau de la mémoire, de la capacité de faire des nouveaux souvenirs, d'avoir des nouveaux apprentissages. Oui, parce que l'hippocampe, s'il ne reçoit pas bien ces petites unités d'insuline pour ouvrir la porte, pour récupérer du glucose, pour faire de l'énergie, bien, l'hippocampe est moins bon pour faire des nouveaux souvenirs. Ou encore, ça peut augmenter la perception de l'anxiété. Parce que, dans le fond, les cellules ont besoin de la petite clé de l'insuline pour récupérer, pour faire de l'énergie, pour faire de l'ATP, pour bien fonctionner. Fait que ça peut faire en sorte qu'on sent plus d'anxiété. Des fois, on se sent plus anxieux. On dit, avant, je n'étais pas anxieux de même. Puis là, on va dire, c'est parce que je vieillis, ou je suis plus stressée, ou je suis plus fatiguée. Puis là, on se trouve plein de raisons. Mais ça se peut que la source en arrière de ça soit qu'il y a plus de glucose que d'insuline qui rentre au cerveau et que ces zones de cerveau-là ont de la difficulté à le récupérer. Dernière conséquence, c'est sur les comportements alimentaires. Dans le fond, là, et ça, c'est probablement l'un des sujets les plus vastes dans lequel qu'on va regarder ça à la surface, là, mais comprendre ici que c'est pas parce que on n'est pas capable de rester aligné dans un plan. Tu sais, des fois, on sait qu'est-ce qu'on doit faire. Ça fait déjà plusieurs mois ou même des années qu'on mange faible en glucides. Puis arrive un aléa de la vie qui fait en sorte qu'on reprend, on bifurque un peu, et là, on n'est pas capable de reprendre le dessus. Puis on a juste envie de malbouffe, puis on a juste envie de pain, puis on a juste envie de pâtes. Puis là, on se lève un matin, puis on dit, OK, là, aujourd'hui, là, je sais quoi faire, là, je recommence à manger aligné avec mes objectifs de santé. Et là,
il arrive 11 heures, il arrive midi, puis là, oui. Ou encore, on est capable de tenir la débâcle jusqu'à 4 heures. Puis là, à 4 heures, là, on n'a plus le goût de rien. On a juste le goût de sucre, d'énergie rapide. On n'est plus capable d'être aligné avec notre plan. Ça, c'est une conséquence, surtout dans le lobe frontal, parce que l'insuline, elle n'est pas là. Elle ne rouvre pas une petite clé. Fait que là, le lobe frontal n'est pas capable de récupérer du glucose de la circulation, pas capable de bien fonctionner. Quand on n'a pas d'insuline comme il faut dans le lobe frontal, ça fait en sorte que la malbouffe a beaucoup plus d'attrait